6h, 9h. 6h, 9h. Ce matin. Musique, info, Conseils pratiques. trucs, astuces. Zapping. Radio. Télé. Balafon Radio. Sacré matin. C'est l'événement. Cyril Bochico. Du lundi au vendredi. Le réveil sur le bon pied. Votre attitude est d'abord et avant tout une question de décision personnelle. Elle dépend souvent de votre paradigme ou de votre champ de vision, c'est-à-dire de ce que vous voyez ou visualisez dans chaque circonstance. Nous savons tous que Dieu sait tourner chaque situation, si fâcheuse soit-elle, à notre avantage, puisqu'il est écrit « Toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein ». Romains chapitre 8, verset 29. Pour illustrer ce qu'est le champ de vision, Stephen Covey, dans son livre « Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent », raconte l'histoire d'un homme d'affaires qui était dans un métro en train de lire un livre, lorsque soudain entrèrent un père de famille et ses 3 enfants. Ces enfants firent tellement de bruit qu'ils commencèrent à indisposer et à irriter tout ce qui se trouvait dans cette rame de métro. Ils crièrent et coururent partout sans que leur père ne dise un mot. L'attitude de tous dans la rame de métro fut l'indignation et la colère envers le père pour son laxisme. Puis cet homme d'affaires décida courtoisement d'aller demander au père de famille pourquoi il ne faisait rien pour retenir ses enfants. C'est alors que ce père de famille, tête baissée, lui avoua qu'il ne savait pas quoi faire, car, dit-il, nous sortons à l'instant de l'hôpital où leur mère vient de décéder. Je ne sais ni quoi faire, ni quoi leur dire. En entendant ces paroles, l'homme d'affaires fut sincèrement navré et éprouva une grande compassion pour ce père et pour ses enfants. Il proposa d'entretenir les enfants et de leur offrir des jouets, tant son désir de les aider devint subitement grand. En un instant, le champ de vision de cet homme d'affaires changea, et son attitude changea automatiquement. Au départ, il regardait au problème, mais lorsque son champ de vision changea, et pas la situation, puisque les enfants continuaient de crier, il regarda désormais à la possibilité d'aider d'autres personnes en détresse. Ce que je vais vous démontrer ici, c'est que notre attitude n'est pas déterminée par ce qui nous arrive, mais par notre manière d'analyser ou encore de percevoir ce qui nous arrive. Voici un tableau qui illustre bien la différence entre une mauvaise attitude et une bonne. Une mauvaise attitude jette le blâme sur les autres quand les choses tournent mal. Une bonne attitude assume la responsabilité de ses erreurs. Une mauvaise attitude cherche des excuses. Une bonne attitude obtient des résultats. Une mauvaise attitude dit « allez-y ». Une bonne attitude dit « allons-y ». Une mauvaise attitude voit la vie comme une épreuve à endurer. Une bonne attitude voit la vie comme une aventure à savourer pleinement. Une mauvaise attitude regarde un rosier et n'y voit que des épines. Une bonne attitude regarde au-delà des épines et voit les roses. Une mauvaise attitude voit le verre rempli à moitié et dit qu'il est à moitié vide. Une bonne attitude voit le verre rempli à moitié et dit qu'il est à moitié plein. Vous ne pouvez pas toujours changer vos circonstances, mais vous pouvez exercer votre pouvoir de choisir en décidant de réagir différemment aux circonstances de la vie. Ainsi, lorsque la vie semble rude avec vous, vous pouvez aussi décider à votre tour d'être rude avec elle, ou vous pouvez simplement, comme la plupart des gens, vous laisser contrôler par les circonstances. Vous pouvez choisir d'amplifier et confesser des paroles de malheur et d'apitoiement, comme les 10 espions qui revinrent de Canaan, ou vous pouvez choisir de confesser des paroles de foi, comme Josué et Caleb, qui furent trouvés agréables à Dieu. Nombre chapitre 13, versets 31 à 32. Souvenez-vous simplement que vos paroles agiront sur votre attitude et que par vos propres paroles vous vous condamnerez ou vous vous rendrez juste agréable à Dieu. Matthieu 12, verset 37. L'ingratitude est une attitude négative qui irrite le cœur de Dieu. La Bible dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Christ Jésus. » 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Zig Ziglar dit que votre attitude détermine votre altitude dans la vie. L'attitude joue un rôle déterminant dans la réussite personnelle, professionnelle et familiale. Votre attitude éloignera ou attirera les gens vers vous. Quelqu'un a dit à ce propos, tous les êtres humains projettent de la lumière dans une pièce. Certains quand ils y entrent,
et d'autres quand ils en sortent. Votre attitude vis-à-vis de Dieu détermine l'attitude de Dieu vis-à-vis de vous. Vous pouvez freiner son action, comme le firent les Hébreux, ou favoriser son intervention, comme le firent Paul et Silas en prison. Certaines attitudes négatives retardent l'heure de votre visitation divine. Elles prolongent le délai initial qui avait été fixé par Dieu pour votre visitation. Le trajet de parcours du désert d'Égypte jusqu'à la terre promise, Canaan, était de 11 jours. Deutéronome 1, verset 2 et verset 46. Mais à cause des murmures, le peuple d'Israël l'a accompli en 40 ans. Parmi les attitudes négatives qui peuvent freiner votre développement personnel, vous retrouverez l'ingratitude, l'hypocrisie, la cupidité, la jalousie, les murmures, l'égocentrisme, la convoitise, la rébellion, l'orgueil, l'excès de confiance en ses capacités, la colère, la peur, l'envie, les rivalités, les querelles, etc. Les gagnants ont appris à développer une attitude constructive et positive devant les aléas ou les revers de la vie. J'ai personnellement banni de mon vocabulaire le mot échec pour me définir, car je sais maintenant que je ne peux pas échouer en Christ. Par contre, je sais que les revers arrivent à tout le monde, croyant ou incroyant. Si une expérience désagréable vous apprend quelque chose, alors vous ne devez pas l'appeler échec. Choisissez dès maintenant de développer une attitude positive devant les circonstances de la vie. Priez continuellement que Dieu vous donne de rester focalisé sur lui seul. Priez pour que Dieu vous accorde de voir ce qu'il voit. Paul nous exhorte en disant « Ayez les regards sur Christ, l'auteur de votre foi, et celui qui l'amène à la perfection. » Tant que Pierre fixait les regards sur Christ, il pouvait marcher sur les eaux. Dès qu'il a cessé de fixer le Seigneur, il a commencé à couler. Voici quelques attitudes positives que Dieu nous appelle à développer. La générosité, l'humilité, la gratitude, la douceur, la patience, la foi en Dieu, l'enthousiasme, la joie, la confiance en soi, la foi en autrui, l'écoute, l'appréciation de la réprimande, etc. Pour commencer à développer une attitude de vainqueur agréable à Dieu, je vous propose les 4 étapes suivantes. Premièrement, focalisez-vous sur le futur idéal. Focalisez votre attention sur le futur que vous voulez et non sur le présent que vous vivez. Paul dit que nous regardons aux choses invisibles, c'est-à-dire les promesses de Dieu, et non aux choses visibles, c'est-à-dire les circonstances présentes. Car les choses visibles sont temporaires, tandis que les choses invisibles sont éternelles. Toute épreuve contient toujours, au-dedans d'elle, une date d'expiration qui est connue uniquement de Dieu. Deuxièmement, focalisez-vous sur les solutions possibles. Parlez possibilités et non problèmes. Devant Goliath, le peuple d'Israël voyait un vrai problème, tandis que David voyait là la possibilité de résoudre un problème et de passer des ténèbres à la lumière. Troisièmement, focalisez-vous sur les opportunités et non sur les obstacles. Il y a une opportunité derrière chaque obstacle apparent. Voir par les yeux de l'esprit vous aidera à découvrir quelle est cette opportunité. Lorsqu'en 2002, mon ancienne entreprise décida de licencier tout le département marketing dont je faisais partie, pour raisons économiques, c'est-à-dire une 30aine de licenciements sur une centaine de collaborateurs, ce fut la panique et le stress pour tous, d'autant que le chômage ne cessait de croître en France. Je n'aimais pas mon ancien travail, quoiqu'il fût très bien rémunéré. Je faisais partie des 80% des gens qui n'aiment pas leur travail. Mais je savais aussi que le temps était venu pour moi de réaliser ce que j'avais toujours désiré un jour, c'est-à-dire créer ma propre entreprise. Bien que le fait d'avoir une entreprise ne soit pas une fin en soi, je suis au moins reconnaissant au Seigneur car je travaille à mon compte et je fais un travail qui me passionne et qui consiste à développer le potentiel, la productivité et la performance des individus et des organisations. Quatrièmement, focalisez-vous sur la leçon à tirer. Considérez que rien ne survient par hasard et que vous allez apprendre quelque chose qui vous rendra plus fort et plus mûr. Chez Potiphar et en prison, Joseph a appris la patience, l'obéissance et la persévérance dans la poursuite de la vision. Il a aussi appris à développer son expertise en management avant d'embrasser sa destinée de premier ministre de Pharaon. La fidélité dans les petites choses l'a rendu capable de gérer efficacement les grandes. Sacré
Sacré matin. Il est 7h16 sur l'ensemble du territoire. À Makenene, 3 jeunes gens ont été ensevelis par la terre. Ces personnes étaient en train de fouiller dans un puits. Et le sous-préfet qui a déclaré qu'il cherchait de l'or noir, donc du pétrole. Mais, alors, Marie-Flora Massana, ça se passe à 2 pas de ton village. Qui a dit à tes frères de ce côté-là qu'il y avait de l'or dans ce puits? Je m'étais toujours posé la question de ce que les informations qu'on envoie généralement aux populations, comment est-ce qu'elles reçoivent cela? Et malheureusement, ça fait 3 décès dans le Mbaminoubou, notamment dans cette région-là. Et le sous-préfet de dire, il ne sait pas qui a donné l'information à ces populations qu'il y avait de l'or noir à l'intérieur de ce puits. Et directement, ils se sont empressés pour aller recueillir ou aller vérifier tout simplement qu'il y avait du pétrole à l'intérieur. La première personne est descendue. Malheureusement, elle n'a pas pu remonter. La deuxième et la troisième, malheureusement, ils ont été sortis de là avec l'aide des populations et les corps ont été acheminés tout simplement à la morgue. Alors, 3 personnes qui meurent comme ça en cherchant du pétrole. Oui. Alors, on n'arrive pas à comprendre. Parce que dans un premier temps, on nous a fait savoir qu'ils creusaient un puits. Un puits, ouais. C'est la première information que nous avons eue, mais après, nous avons eu cette information du sous-préfet qui disait non, les personnes auraient eu vent qu'il y avait du pétrole à cet endroit et tentaient bien sûr de vérifier, mais également de ressortir de là avec cet or noir pour pouvoir peut-être commercialiser. On ne sait pas, toujours est-il que malheureusement ces personnes n'ont pas pu ressortir vivantes de ce puits. Oh, mais c'est malheureux ça, malheureux. Et comme dans un film, la première personne ne revient pas, l'autre va pour la secourir cette personne-là, et elle ne revient également pas, et la troisième personne s'en va, et c'est le drame, c'est la tristesse du côté de Makenene en ce moment. Alors c'est triste là-bas, c'est la consternation, mais cela traduit aussi d'une certaine misère dans ces endroits du pays. Tout à fait. Vous voyez, des jeunes qui n'ont pas d'emploi, qui ont perdu tout espoir et qui croient que tout est bon pour mener vers un avenir radieux, et ils se lancent donc dans cette activité qui est quand même encadrée sur le plan technique et même sur le plan technologique. Je ne suis pas sûr qu'on va explorer de l'or noir avec justement une pelle et tout le matériel précaire qu'on peut imaginer. Même s'il y avait du pétrole dans ce puits, comment aurait-il fait? Comment aurait-il fait? Ont-ils du matériel justement? Qu'aurait-il fait avec de ce pétrole ou de l'or même en fait? Donc, comme tu l'as dit, c'est la misère. Est-ce que ce n'est pas aussi de l'ignorance quelque part, cette affaire? Oui, il y a tout ça. Il y a de l'ignorance parce que on ne laisserait pas le pétrole de cette façon. Ça veut dire que même s'il y a du pétrole, je pense qu'il y a des, du matériel. Il y a un matériel adapté qui peut vous déterminer si oui, il s'agit du pétrole ou il s'agit simplement de l'eau ou je ne sais pas d'une autre matière. Après des études même d'ailleurs, c'est après des études. On étudie le terrain et on dit voilà, il y a du pétrole à tel endroit. Je ne pense pas que ce soit comme ça au pif. On pourrait dire les personnes mortes pour rien. Pour rien. Allez, justement, c'est toujours un peu compliqué dans ces zones du pays où ça nous rappelle un peu à Bomban où on a eu des morts comme ça à l'appel, des morts aussi par ignorance, des dangers que représentent certaines actions. Paul Maël nous accompagne dans cette émission. Et là-bas, de ce côté, on enregistre beaucoup de morts parfois qu'on ne déclare pas parce que les populations cherchent de l'or, notamment dans la région de l'Est. Il y a plusieurs personnes qui décèdent. Ils vivent de ça, ils revendent carrément sur le marché noir. Et ce sont des morts qu'on enregistre presque tout le temps dans la région de l'Est. On parle très peu. Beaucoup plus du côté de Bétaré Oya. Alors, Paul Maël nous accompagne dans cette émission ce matin. Paul Maël, bonjour. Bonjour Cyril, bonjour à tous les auditeurs. 3 jeunes qui se lancent à la quête d'un bien précieux au fin fond du trou. 1, 2, 3 morts sur le carreau. Et le sous-préfet qui déclare qu'on leur aurait dit qu'il y avait de l'or ou du pétrole dans ce puits-là. Et on disait, ces gens qui meurent par ignorance des réalités des choses, il y en a de plus en plus dans les zones rurales. Oui, il y en a de plus en plus. C'est la résultante, comme le disait Marie-Flore, de 2 choses principalement. C'est la résultante de l'ignorance, comme vous le mentionnez, mais c'est aussi la résultante de la misère, la grande paupérisation à laquelle les populations des zones rurales de ce pays font face. Quand vous vous retrouvez dans une situation où vous avez pas de quoi manger, et on a souvent l'impression qu'on va devenir riche tout de suite. C'est aussi ça, c'est le problème d'éducation, c'est-à-dire on se dit, si je retrouve de l'or, tout de suite je vais devenir riche comme Samba, c'est l'expression à la mode ces derniers temps, et du coup on va à la conquête des choses qui sont très mal encadrées, qui sont très mal connues, parce que quand bien même il y aurait de l'or ou de pétrole, il faut pas penser que vous trouvez de l'or et vous pouvez aller le vendre tout de suite. Il y a un traitement qu'il faut faire, vous n'êtes pas sûr de savoir le faire, vous n'êtes même pas sûr
de pouvoir le commercialiser normalement et de devenir riche tout de suite. Donc c'est à la fois l'ignorance, la misère et aussi le manque d'encadrement et d'éducation des populations rurales. Alors, vivons que cela évolue dans le bon sens. Et du côté de Bamenda, 4 morts à la suite des pluies. Il y a eu des pluies violentes qui ont frappé Douala, Yaoundé, Bamenda, Bafoussam. Mais à Bamenda, on a eu 4 morts à la suite de ces pluies, Emmanuel Coco. Oui, à la suite de ces pluies, donc on a enregistré 4 morts, les uns emportés par les eaux et d'autres même foudroyés, soit par des branches d'arbres qui se sont abattues sur ces personnes et on a enregistré 4 morts. Ici même à Douala, samedi, c'est un mur d'une ancienne société à Bonabéry qui s'est effondré sur 2 personnes, heureusement, qui sont encore en observation du côté de Bonabéry, qui ne sont pas encore décédés comme on l'a laissé entendre. Donc c'était une pluie assez violente qui a fait des ravages dans ces différentes villes-là. Alors maintenant, il faut préciser que c'était dans la journée de samedi. Samedi. À Douala également, on a frôlé le pire. Un poteau de néo qui se renverse et qui fait chuter le mur de la parfumerie Gando du côté de Bonabéry et qui ce mur qui se renverse à son tour sur 2 passants. On a eu plus de peur que de mal. Ils sont blessés, mais il n'y a pas eu de mort. Il n'y a pas eu de mort. Ils sont blessés et ils sont toujours en soins intensifs du côté de Bonabéry dans un centre hospitalier à Bonabéry. Et pendant ce temps, un cambrioleur spécialisé dans des vols à domicile a été neutralisé au quartier Dakar. En fait, c'était un gars. Lui, il est seulement le malchanceux parce qu'ils étaient nombreux. Ils étaient munis de pinces, monseigneur, de tout leur matériel de travail, si vous permettez l'expression, lorsqu'ils ont été surpris par le plein phare d'un véhicule dans un domicile du côté de Dakar. Et ses complices ont pu s'enfuir et lui, malheureusement, sera tout simplement neutralisé par les éléments de la compagnie de gendarmerie de Ndourbon. Il est passé aux aveux complets et il dit d'ailleurs qu'ils sont auteurs de plusieurs cambriolages dans les domiciles et s'il te plaît, lorsqu'il pleut. Donc c'est lorsqu'il pleut qu'ils se mettent en action et ils visitent ainsi des maisons. Et souviens-toi de celui qu'on avait également tué du côté de Commando, presque le même scénario. Il avait profité de la pluie pour s'introduire dans ce domicile avec ses complices et lui sera brûlé vif. Du côté d'un commando Carrefour Express Union. Alors Paul Maël, il faut redoubler de vigilance. Les pluies, parfois accompagnées de coupures de lumière, favorisent le cambriolage. Oui, elle favorise le cambriolage. Vous savez, la pluie non seulement fait beaucoup de bruit quand elle tombe, mais également elle berce quand vous dormez et qu'il pleut, surtout dans une ville comme Douala où il fait excessivement chaud. Donc la pluie est souvent l'occasion pour les gens de dormir tranquille et de dormir sereinement. Et à cette occasion, les cambrioleurs profitent pour venir faire leur sale besogne. Je voulais juste revenir sur l'info à laquelle tu as fait allusion tout à l'heure, Cyril, celle des poteaux du poteau de Néo qui est tombé. Et cette réflexion m'est suggérée. Dernièrement, j'étais au parcours Vita de Douala et on est en train justement de vouloir l'électrifier et on met des poteaux électriques. Sauf que je n'ai jamais compris pourquoi il a été clairement établi que les poteaux en bois ne sont pas bons, notamment pour un sol comme celui de Douala qui est humide et argileux. Pourquoi est-ce que l'entreprise Eneo continue à les utiliser? Ça, c'est quelque chose que je comprends pas. Et je vous le dis, au moment où on est en train de planter ces poteaux, il y a l'un d'entre eux qui est tombé au parcours Vita, comme il en tombe partout. Je n'ai jamais compris, si ce n'est pas le business de quelqu'un, pourquoi est-ce que Eneo continue à utiliser les poteaux en bois? Je comprends pas. Mais justement, on se demande pourquoi les poteaux en béton, sont de moins en moins utilisés, même d'autres qui étaient en acier. 50 ans là, il y a des poteaux en béton qui ont 50 ans ou même plus, qui sont toujours là. Non seulement même pas de moins en moins utilisés, on n'utilise plus du tout. Je ne sais pas quel est ce décret qui a mis un terme à ces poteaux qui sont résistants. Mais il y en a, alors ces poteaux, ils sont vraiment tombés ce week-end. Ils sont vraiment tombés à lundi, il y en a eu, il y avait pas, il y en a eu, c'est vraiment tombé ce week-end. Et ça dit que ces poteaux pourrissent véritablement. Oui, ils pourrissent. Le sol de Douala est humide, il a de l'eau, donc si vous mettez un poteau en bois, il y a des chances qu'au bout d'un an, ce poteau soit pourri à la base et s'effondre. Et puis dans les quartiers marécageux, ça veut dire que vous avez des zones comme Bépanda où il y a de l'eau, en plus que Douala soit une zone où il y a de l'eau, mais il y a des quartiers encore plus difficiles d'accès et là-bas vous retrouvez ces poteaux qui ne mettent même pas un an. Voilà. Allez, affaire du meurtre de la jeune dame de Kribi, on en parlait sur cette antenne. Les réels coupables ont été mis aux arrêts. Parmi eux, le neveu de la défunte, Emmanuel Coco. On revient sur cette affaire. La dame qui a été tuée à Kribi. Oui. On avait enceinte, oui. Elle avait été surprise dans son domicile donc par 8 personnes qui l'ont d'abord ligotée, torturée, violée. Ensuite, je rappelle qu'elle était enceinte. Et ensuite, ces personnes ont cambriolé, ont pris tous les objets de valeur. Dans un premier temps, on a arrêté 8 premiers suspects et après les enquêtes qui se poursuivaient,
finalement, on a mis la main sur les réels coupables qui sont passés derrière aux aveux complets. Et parmi ces coupables-là, il y a bel et bien son neveu qui regrette amèrement l'acte. Donc, on a tout simplement relaxé les 8 premières personnes qu'on avait interpellées et les réels coupables dont ont été retrouvés. Je dis que la police travaille quand même dans l'urgence et rapidement avec une certaine efficacité, on peut le dire. Elle avait été violée dans son domicile par 8 jeunes gens qui sont arrivés. Cette jeune dame de 31 ans. Alors, c'est une jeune de 31 ans et l'affaire suit son cours devant les tribunaux du côté de Kribi. Et pendant ce temps-là, on est en train de vivre le mécontentement des commerçants ambulants qui s'insurgent contre la présence de plus en plus massive des Chinois sur les étals à Douala. Paul Maël, est-ce que cette coopération sino-camerounaise ne fera pas plus de mal que de bien? Oh, on n'est qu'au début, Cyril. Moi, je l'ai dit dans un post que j'ai fait sur Facebook où j'écris beaucoup ces derniers temps. On nous a toujours parlé, on nous a toujours présenté les bienfaits de la coopération sino-camerounaise sans nous dire ce que nous donnons en échange. Quand on veut faire des véhicules, on va les faire en Chine. Quand on veut offrir des ordinateurs aux étudiants, c'est la Chine qui est là. Quand on veut faire un pont, c'est l'Exim Bank qui nous prête de l'argent. Quand on veut faire une autoroute, c'est la Chine toujours. Mais on ne nous a jamais dit ce qu'on donne, que nous allons donner en échange à la Chine. Et ça, ce n'est que le début. C'est-à-dire que quand vous voyez aujourd'hui une rue comme le boulevard de la Liberté à Aqua, qui est complètement devenu chinois. Il y a des immeubles chinois, il y a des Chinois qui ont installé des étals et qui sont au bord de la route. Il y a lieu de s'inquiéter et effectivement je pense que la concurrence devrait être régulée parce que les Chinois au niveau rapport qualité-prix et tout le monde fonce chez eux, ils font effectivement une concurrence déloyale aux commerçants locaux. Donc je pense que il faudrait peut-être que le législateur se penche sur la présence chinoise qui est de plus en plus nombreuse dans notre pays. Alors ceux qui ont lu le quotidien Le Jour paru en fin de semaine dernière ont pu justement lire cet article publié par nos confrères des Chinois qui font des ventes discriminatoires. Voilà. Ils refusent de vendre en détail à d'autres revendeurs. Voilà. C'est-à-dire, il y a une boutique de grossiste. Lui, il vend en demi-gros aux Chinois qui lui revend en détail directement au consommateur camerounais. Voilà. Alors, si bien que le commerçant camerounais ne peut pas se ravitailler chez le Chinois, il ne vend qu'à ses frères. Et maintenant, c'est de plus en plus compliqué d'avoir un visa pour aller en Chine. Les gars disent, bon, ok, nous irons maintenant aussi à la source nous ravitailler, mais alors, malheureusement, les visas sont refusés. Alors, voilà donc ce qui explique la colère des commerçants camerounais. Et si rien n'est fait d'ici à là, ils vont se faire entendre. Et ça avait commencé, comme je l'avais souligné sur cette antenne, doucement, c'est-à-dire le même grossiste qui te vend, revient te faire concurrence sur le terrain. Je prends un exemple, vous achetez un sac de babouche que vous voulez vendre à 400 francs en détail. Le même Chinois qui t'a vendu en gros et cher revient te retrouver sur le même terrain et les vendre même à 300 voire 350 francs CFA. C'est une concurrence et ça avait suscité le soulèvement des commerçants à cette époque-là, je crois, il y a 2 ans. Mais sauf que les autorités de la ville ont tenu des réunions et le calme est revenu, mais voilà que ça revient toujours de façon vicieuse, ce genre comment dire ça, cette cohabitation entre commerçants camerounais et chinois, il fallait s'y attendre. Et lorsqu'ils vont demander le visa à l'ambassade de Chine, et dans le formulaire, il faut dire ce que vous partez acheter là-bas. Ouais. Qu'est-ce qu'on leur dit à l'ambassade? Écoutez, les Chinois vendent déjà ça à Douala, allez vous ravitailler. Peut-être ça fait, et à ce sujet, moi je rejoins Paul Maël pour dire que peut-être que ça fait partie des accords que le Cameroun a signé, parce que vous avez d'une part ce que la Chine vous donne, mais vous ne savez pas ce que vous donnez à la Chine. Peut-être que justement ce commerce-là fait partie de ces accords. C'est-à-dire que le Cameroun dit, nous n'avons pas grand-chose à vous offrir, toujours est-il que vous avez cette population où vous pouvez venir revendre bien sûr vos produits. Ça fait peut-être partie. Souviens-toi également de ce reportage qu'on a diffusé sur cette antenne dans la région de l'Est où sont installés ces Chinois, et on vous dit, écoutez, vous travaillez là-bas, mais vous ne pouvez même pas avoir accès à ces produits qui sont revendus ou qui sont renvoyés du côté de la Chine et même de l'Europe, dans l'Asie en général et en Europe également. Donc, il y a ces accords-là, nous ne connaissons toujours pas ce que le Cameroun offre, et moi je me dis peut-être que c'est cette partie, c'est une contrepartie. En fait, ils ont failli en venir aux mains la semaine dernière. Hein. Et j'ai se demandé si ces Chinois payent régulièrement les taxes, parce que lorsqu'ils font des factures, c'est des papiers comme ça, il n'y a pas d'en-tête, il n'y a pas
de registre de commerce, vous voyez pas C'est un Chinois. On se demande bien si ces gars payent les taxes au Cameroun, c'est chinois. C'est extrêmement compliqué. Il faudrait vraiment se pencher sur ce cas-là. Allez, il est 7h30. Eto'o donc sera en vedette aujourd'hui à Douala. Samuel Eto'o sera bien sûr à Douala. Il est à Douala depuis hier. Et tout à l'heure à 10h, à l'hôpital à Cantine de Douala, c'est à la faveur de l'inauguration de son pavillon pédiatrique. Un pavillon qui a quand même aussi alimenté les choux gras de la presse. Oui, enfin, finalement. Double événement. Dieu le ministre André Mamafouda enfin sera là personnellement avec d'autres personnalités pour l'inauguration et la rétrocession de cet immeuble abritant le pavillon pédiatrique Samuel Eto'o. Mais c'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle, même surtout à destination des jeunes filles enceintes, parce qu'il faut dire que ça aura un caractère hautement social, ce pavillon-là. Alors, ça veut dire quoi un caractère social, un pavillon Samuel Eto'o? Ça veut dire qu'on ne va pas pratiquer les prix comme dans comme dans un centre normal. Et même comme on prendra en charge certaines jeunes filles, même gratuitement. Je ne vais rien exagérer. De toutes les façons, si on se fie à ce qu'on a dit, ce qu'on a eu à prononcer comme discours lors du lancement derrière la construction de ce pavillon-là, qui a quand même mis du temps, au point où on a même commencé à perdre espoir. Finalement, il sera inauguré avec avec le partenariat de l'hôpital Akintini qui a donné le sol, et la fondation Samuel Eto'o, lui, s'est occupée tout simplement de la construction de ce pavillon-là. Alors, justement, ce communiqué qui nous vient de Samuel Eto'o personnellement, qui nous annonce qu'il sera procédé ce lundi 8 mai 2017 à partir de 9h à la cérémonie de rétrocession d'un pavillon pédiatrique à l'État du Cameroun par la fondation privée Samuel Eto'o dans l'enceinte de l'hôpital Akintini de Douala. Cette infrastructure sanitaire dotée d'un matériel de pointe qui vient renforcer les capacités de cet hôpital de référence de Douala et donc de la fondation que j'ai le privilège de diriger et qui depuis de nombreuses années déjà s'évertue à améliorer les conditions de vie des couches les plus démunis tout en offrant de réelles opportunités à tous ces jeunes qui rêvent d'un avenir meilleur. Dans l'espoir que nous pourrons compter sur votre présence, Madame, Messieurs, l'expression de mes sincères remerciements, Samuel Eto'o. Allez, Samuel Eto'o à Douala, donc en vedette, pas pour un match de gala de football, non, mais plutôt après les ambulances. Après les ambulances, mais que sont devenues les ambulances de Samuel Eto'o aussi? Parce que non, réveille-toi. Justement, mais je pose la question, Paul Maël, on a vu les ambulances et ça, il est un peu gêné lorsqu'il faut parler. Les ambulances que Samuel Eto'o avait données à l'hôpital à Quintini sont devenues des pièces détachées du canal. Bah, si c'est là, on les voit là. Bon, c'est comme ça. Tout le monde voit, tout le monde comprend de quoi je parle. Que sont devenues les ambulances de Samuel Eto'o? On a eu un problème d'entretien, on les a vus immobilisés. Très peu fonctionnent encore jusqu'à présent. Pourtant, ça aurait quand même résolu beaucoup de problèmes d'évacuation sanitaire des quartiers pour ce centre de référence. Débarquer en taxi. Et ça dit que finalement, même ce pavillon finira par devenir comme ces ambulances-là si on n'a pas une autre façon de gérer cette affaire. La réponse se trouve dans votre question, Cyril. Non, je pense que on a un sérieux problème d'entretien. Il y a vous parlez des ambulances offertes par Samuel Eto'o, mais avant cela, il y a eu le SAMU. Vous vous rappelez, on nous avait annoncé en grande pompe ici l'arrivée du SAMU avec des véhicules qui avaient été octroyés par la coopération allemande, je crois. Pour ce SAMU-là, ces véhicules n'ont pas circulé pendant 2 mois, ils se sont arrêtés. Je pense qu'on a un sérieux problème d'entretien. Il est donc fort à penser que ce pavillon, si vous faites un tour là-bas dans 1 an, enfin, allez-y d'abord voir l'inauguration aujourd'hui et refaites un tour dans 1 an, vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qui auront changé d'ici à là. Je pense qu'il y a un sérieux problème d'entretien des équipements dans ce pays. Il est important que les gens qui travaillent sur un certain nombre d'équipements en prennent bien soin, et on le constate beaucoup plus dans la fonction publique où les gens ne prennent pas véritablement soin du matériel avec lequel ils travaillent sous prétexte que c'est l'État qui l'achète et que c'est le contribuable qui paye. Donc peut-être qu'il faut qu'on commence à imputer les dégâts commis sur du matériel comme dans la police. Oui, c'est-à-dire que quand vous dégradez un matériel, on vous l'impute, vous le payez par votre salaire. Peut-être à ce moment-là, les gens prendront un peu plus conscience. Mais vous trouvez effectivement que des gens font peut-être exprès de faire tomber en panne un véhicule, après ils revendent des pièces, après ceci, après l'entretien va chez son frère, ce genre de choses. Il y a effectivement ce genre de magouille. Donc moi, je vous donne rendez-vous dans 1 an, repartez voir le pavillon. Voyez-le aujourd'hui, faites des photos et repartez dans 1 an, vous me direz. Encore que ce pavillon a souffert pour être finalement livré. On a parlé à chaque fois, quelquefois, de quelques sommes d'argent qui ont pris d'autres destinations, qui étaient utilisées à d'autres fins. C'est qui a retardé la mise en service de ce pavillon Samuel Eto'o. Il y avait même le gardien qui se plaignait à un moment de son salaire. De ne pas être payé. Et on se pose la question, à la lumière justement de ce qu'on a fait de ces ambulants de Samuel Eto'o, on se demande qu'est-ce qu'on fera de ce bâtiment. Heureusement, le professeur Jock est là, c'est quelqu'un d'autre, peut-être avec un autre management, il l'accordera. Mais on a aussi constaté que la plupart des gestes de cœur de Camerounais
rétrocédés à l'État ont toujours, après, très mauvaise mine. Bon, le cas de Foé, c'était pas un don, mais l'État a promis de viabiliser le centre Foé à Bitin. Aujourd'hui, tout le monde sait ce que c'est devenu. On sait également que l'Institut François Victor Banjoun, ce n'est pas la lueur d'antan. Non, sur le cas de Foé, moi je ne suis pas très d'accord avec le procès qu'on fait à l'État du Cameroun, même si effectivement il y avait eu une promesse qui avait été faite dans ce sens, mais ça n'avait pas été une promesse formelle comme celle qui avait été faite par ses coéquipiers, oui. Parmi lesquels justement Samuel Eto'o, Rigobert Sambahana, je peux en citer 3 ou 4, qui avaient effectivement promis qu'ils réhabiliteraient cette fondation-là, et personne n'a jamais mis le moindre copec dessus. Donc, mais est-ce que finalement il ne bute pas aussi sur les querelles familiales? Parce qu'à la suite de la mort de Foé, on sait que la famille, il y a eu quelques déchirures au sein de la famille pour le contrôle, pour savoir qui sera l'interlocuteur de cette affaire-là. Mais écoutez, moi je vous dis, je prends une chose de façon bête et méchante. Oui. Aujourd'hui, s'il vous arrive quelque chose et que je veux faire une intervention dans votre famille, oui. La personne à qui je m'adresse de manière légale, c'est votre épouse. Oui. Pour moi, c'est simple, c'est logique. Et l'épouse de Foé, Marie-Louise, ils la connaissaient tous, ils la connaissaient très bien, ils la fréquentaient. Donc, ils auraient effectivement pu passer par elle de manière légale et faire réhabiliter la fondation, quitte à même ne pas donner de l'argent à quelqu'un et dire ok, cherchez quelqu'un pour les travaux, nous on va payer les travaux, c'est une autre manière de participer. Donc moi je fais plus le procès des coéquipiers que le projet de l'État. Est-ce que c'est aussi l'instant, l'émotion sur place? Ça, bon voilà, on dit des choses emporté par l'émotion. Quand on est un homme public, on ne dit pas des choses en public à la légère. Mais c'est ça aussi, la leçon à tirer. En tout cas, aujourd'hui donc 8 mai, tout à l'heure à 9h, donc l'inauguration du pavillon Samuel Eto'o à l'hôpital à Quintigny. Ce qui passe en ce moment de ce côté-là, on voit que des grands chapiteaux blancs ont été dressés pour attendre bien sûr. À quel moment le buffet? Voilà. Non, le buffet c'est à quelle heure? Écoutez-moi celle-là, voilà. On inaugure, et alors moi il gagne quoi? Moi je gagne quoi? Donc toi c'est aller manger. Richard Epé Mbende Richard donc a composé cette chanson comme pour célébrer le peuple bélois quoi. Et aujourd'hui donc cette chanson est dédiée à Samuel Eto'o par Jean-Pierre Sommet. Je rappelle Samuel Eto'o qui inaugure ce matin et redonne à l'État son immeuble de l'hôpital à Quintigny. Il est là le petit. Il est là le petit, il est là. Bon, il est là. Sacré matin. Et on parle de football dans cette émission et la FIFA qui décide de siffler la fin de la récréation au sein de la FECAFOOT. Quelques responsables du football camerounais sont invités dans à Zurich, notamment Abdourahmane Abadou et tout comme Joseph-Antoine Bell, tout comme également d'autres responsables comme Prosper Kou sont donc tenus à se rendre du côté de Zurich où la médiation de la secrétaire générale de la FIFA devra donc permettre aux différents protagonistes de la crise qui secoue depuis l'élection de Tombia Roko, le football camerounais, de revenir de fumer le calumet de la paix. Mais cette fois-ci, sauf qu'on constate que dans cette médiation, Paul Maël, le ministère des Sports n'est pas convié dans cette affaire. C'est une affaire rien que des footballeurs, des responsables du football, notamment la FECAFOOT d'un côté, Abdourahmane Bell et de l'autre côté. Mais ce qui est logique, ce qui est tout à fait logique, le ministère n'a rien à faire dans les affaires de foot. Il faut qu'on retienne que la FECAFOOT est une association privée qui a pour association mère, si je peux utiliser le terme, la FIFA. C'est des associations sportives qui n'ont rien à voir. Quand il y a une crise dans le football français, vous n'entendrez jamais le ministère des Sports être interpellé. Là, on a appelé les acteurs qui sont les acteurs du foot. On leur a dit, venez vous asseoir autour d'une table, il faut parler. Mais est-ce que cette médiation, est-ce que dans ce cas, le ministère n'a pas laissé faire, parce que le fait que la FIFA décide, en plus ça aurait pu se tenir à Yaoundé, mais on leur demande de se rendre à Zurich, ça veut dire quand même que le ministère a failli quelque part dans cette médiation. Mais le ministère est à l'origine du désordre qui est à l'origine de la situation que nous vivons aujourd'hui. Rappelez-vous, quand il y a eu contestation sur l'élection de Tombia Roko, qu'est-ce que le ministre a fait? Le ministre a fait une sortie pour dire que lui, il déclare que les résultats sont bons et que Tombia Roko est le président de la Fédération camerounaise de football, sortant totalement du cadre qui est le sien. Il n'avait pas le droit de faire ça. Je pense que c'est aussi pour lui rappeler qu'il n'a pas à intervenir dans les affaires de foot, que la FIFA ne l'a pas convié à ces négociations-là, il a convié les principaux protagonistes. Maintenant, ce que moi je voulais dire sur cette affaire, c'est qu'il faut que la FIFA aussi soit un minimum sérieuse. Parce que on a eu tout récemment
après la confirmation du verdict du TAS, la FIFA a fait une sortie où c'était totalement ambigu, où à la fois elle prend acte de la décision du TAS, mais elle considère quand même que les instances qui sont en place à la FECAFOOT sont les bonnes instances. Donc finalement, on ne comprend plus rien. Est-ce que la FIFA va finalement prendre une décision et faire en sorte que le football camerounais soit géré par des personnes qui y ont droit clairement? Et il faut que ce petit jeu de micmac à gauche et à droite cesse. On peut aussi imaginer que l'éviction de Issa Hayatou à la CAF peut être à l'origine de ça, parce que vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui passent par la CAF, et Issa Hayatou était un peu le parapluie qui couvrait un certain nombre de choses. Donc maintenant qu'il n'est plus là, peut-être que le Malgache a demandé à voir clair dans la situation du Cameroun, et aujourd'hui la FIFA est obligée d'intervenir. Alors, mais quel mandat tumultueux pour le président actuel, qui va de recours, de contestation en contestation, et même il n'a presque jamais eu la paix depuis qu'il a été élu. Mal élu, c'est ça, parce qu'il a été mal élu ou quoi? Moi, je ne sais pas s'il a été bien élu ou s'il a été mal élu. Je sais qu'il y a des acteurs du foot qui contestent son élection. Je sais qu'il y a des acteurs du foot qui contestent l'exécutif actuel de la FECAFOOT. Je sais qu'ils sont allés jusque dans les instances comme le TAS qui a tranché sur cette question. Ça veut dire qu'effectivement il y a un sérieux problème. Maintenant, je pense que il faut que les gens puissent s'asseoir autour d'une table, puissent se parler en se regardant dans les yeux, parce que finalement c'est le football qui en pâtit. On a eu des choses incroyables qui sont arrivées, et je pense aussi qu'il faut que à la FECAFOOT qu'on fasse la mue, parce rappelez-vous, on a tout récemment encore eu les affaires où des Lions indomptables vont jouer un match de football et on vous dit qu'ils n'ont pas mangé le matin. C'est quand même assez grotesque, et que jusque-là aucune décision n'a été prise, aucune personne n'a été sanctionnée. C'est quand même quelque chose de relativement grave. Donc je pense qu'au-delà du fait qu'il soit mal élu, je pense que le président Tombi, moi je vois ça de loin, mal l'air, très très mal entouré également. Je pense qu'il faut faire le ménage dans tout ça. Le Cameroun qui va jouer son match dans quelques jours, on va jouer un match amical contre la Colombie. Ce sera dans quelques jours simplement. Son match aura lieu en Espagne. Le Cameroun-Colombie, des retrouvailles quand même. Après la Coupe du Monde 90 et la Coupe des Confédérations, malheureusement, on avait perdu fort au cours de ce match en 2003. Le Cameroun retrouve la Colombie dans un match amical qui va se jouer du côté de l'Espagne. Des grandes retrouvailles carrément, pour deux pays qui se connaissent très bien sur le domaine du football. Il faut dire que des fois le Cameroun qui prépare encore la Coupe des Confédérations. Oui, bien sûr. Il faut le 28 de ce mois, Brosse rassemble tous ses joueurs dans un climat assez particulier quand même, avec un arrière-goût de ce qui s'est passé en Belgique. Avec un arrière-goût, et je suis sûr que beaucoup auront à cœur de corriger ce qui est arrivé à Bruxelles, mais surtout la Colombie que le Cameroun connaît bien, et la Colombie n'a jamais gagné. Le Cameroun a toujours gagné dans les matchs décisifs. Donc qui pratique presque le même football que le Cameroun. Toujours dans les matchs. Ah bon? Ouais. Toujours dans les matchs à élimination directe. Toujours. Et sur l'ensemble du territoire. Mais vous savez quand même que la concurrence entre le Cameroun et la Colombie vient surtout du fait que deux légendes du football des deux pays ont été coéquipiers à Montpellier, Roger Mila et Carlos Valderrama, et ont évolué ensemble, et ils se chambraient chaque fois que les deux pays devaient se rencontrer. Et je pense que c'est de là que part la grosse rivalité entre le Cameroun et la Colombie. Et d'ailleurs, c'est de là que part, parce que vous savez, la Colombie avait un gardien de but qui s'appelait Higuita, qui était très fantasque, et Roger Mila disait toujours à Valderrama, dit à Higuita, le jour où je le rencontre, il fait ce qu'il fait là, je lui mettrai un but, et c'est ce qui se passe en 1998. Et ça a été le cas. Et dans une interview, il disait, depuis qu'il est footballeur, un gardien de but ne l'a jamais dribblé. Et que Higuita ne pouvait pas accepter que Higuita. Parce que Higuita avait cette façon de dribbler, Oui, il était très fantastique comme gardien, et ça lui réussissait plutôt bien. Il humiliait les attaquants, et aussi ses façons de prendre les balles avec ses demi-plongeons et les pieds. Voilà. Fantasque ce gardien de but. Mais en 90, non. On a appris. Ça s'est arrêté là. Dans ma vieille carrière, un gardien me dribble. Mais il a dit, écoute, c'est moi qui dribble, c'est pas toi qui dribble. Donc voilà. Tu veux jouer des pieds, on va jouer des pieds, on verra qui va gagner. Mais hier, on a joué pour le compte de la 13e journée du championnat sur l'ensemble du territoire. Laisse Bamboutos tranquille, c'est quoi ton problème? Non, moi j'attends le résultat. Il y a un résultat que j'attends ici. Chers auditeurs, voyez le désordre. À Yaoundé, les deux frères sont séparés dos à dos, un but partout entre APG de Fou et Ding Sport de la Lekié. À Yaoundé toujours, Colombe de Sambinima a fait jeu égal avec Racine Bafoussam, 0 but partout. À Yaoundé toujours, Dragon et Lyon blessé. Dragon a battu Lyon blessé 3-2 en fonçant Lyon blessé davantage dans les abîmes du classement. L'ancien club de Bassogo. Exactement. Alim Benyou, Star de Douala, a fait jeu égal avec Union de Douala, 1 but partout. À Douala, Astre a battu Stade Rena, 3-2. À Bafan, Unisport a battu Canon, 1-0. À Garoua, Coton Sport a humilié UMS de Loum, 4-1. À Bamenda, Yon Sport a battu Bomtos, 1-0. Non. Est-ce que je peux avoir le Non, annonce ça. Et à
Attends, un but partout non, qu'est-ce qui entre s'est Aigle passé? et Feu FC. Qu'est-ce qui s'est passé avec Bamboutos? Ben écoutez, juste un petit faux pas de Bamboutos. Allez, le classement non officiel ici de cette 13e journée, c'est Edin Sport qui est en tête avec 26 points. Deuxième Stade Renard, 24 points. Il faut rappeler, c'est les deux promus de cette saison qui occupent la tête du classement. Troisième, UMS de Loum, 23 points. Quatrième, APGS de Fou, 20 points. Le premier costaud, c'est Coton Sport de Garoua, qu'on voit à la 5e position avec 19 points. Sixième, Unisport de Bafan, 19 points. Septième, c'est Dragon de Yaoundé, 19 points. Huitième, Yon Sport de Bamenda, 19 points. Neuvième, Bamboutos de Bouddha, 18 points. Dixième, Union de Douala, 16 points. Onzième, Astre de Douala, 16 points. 12e, Aigle de Tchang, 15 points. 13e, Canon de Yaoundé, 14 points. 14e, Futur FC de Banjun, 14 points. 15e, Colombe de 100 mm, 13 points. 16e, Racine Bafoussam, 13 points. 17e, New Star de Douala, 10 points. Et 18e, Lyon Blessé de Fotoné, 6 points. Allez, Lyon Blessé qui passe des moments très difficiles. Et qui est donc relégable. Allez. Pour l'ancien club de Bassogok. Pour un club qui a joué les premiers. Non, il y a encore des journées. Qu'est-ce qu'on va faire sur le football? Sacré matin. Bon bagaille. RDC, RDPC, tout ça se termine par DC. C'est blanc, bonnet, bonnet blanc. Nous sommes dans un pays de l'esbrouf. Nous sommes dans un pays de la mythomanie. C'est l'imposture et la sorcellerie. Nous sommes une société de l'imposture. Allez dire ça à qui vous voulez dire. Vous comprenez? Dans ce rapport, on dit que les problèmes, l'instabilité dans un pays arrive quand les élections sont mal organisées. Devinette, qui est le nouveau président de la République française? Donnez son âge, en sachant qu'en 1982, il avait 3 ans. Deuxième question. Calculez le taux de longévité des chefs d'État au pouvoir depuis la naissance du bébé devenu président en 2017. Ceci au regard des motions de soutien et d'appel à candidature envoyées, lues et relues au journal radio-télévisé en français et en anglais. Et je me suis posé 1001 interrogations mélancoliques que j'ai choisi d'envoyer sans timbre poste à votre adresse. Je ne suis qu'un facteur bénévole. Je croupis sous le poids de la même besogne. Je transmets les courriers et ne demande pas de commission. Le monde nous parle, mais nous restons sourds et muets. En 2017, notre champion, notre candidat naturel aura 85 ans. Et nous les militants, nous avons trouvé en lui le dynamisme et la jouvence nécessaires pour lui confier une fois de plus la destinée de ce cher pays que nos ancêtres nous ont laissé. Malgré la multiplication des foyers de tensions sociales, malgré la lassitude des citoyens et concitoyens, malgré la résistance des maux et fléaux qui n'arrivent pas à trouver guérison, nous avons réussi l'exploit de multiplier les différents tomes de l'appel du peuple. Voilà la France qui nous parle. L'enfant de 3 ans devenu grand, on lui a confié les destinées de l'un des pays les plus puissants du monde, la France. Mais chez nous, l'exclusivité de la gestion des affaires de la cité est réservée aux sexagénaires, aux quadragénaires. Regardez l'Assemblée nationale, regardez le Sénat. Tous brillent par leur jouvence légendaire. Dans un pays où on a tout fait pour clochardiser la jeunesse. On a laissé libre cours à la délinquance, au grand banditisme, à la drogue, à la pédophilie, à l'homosexualité. Pauvre jeunesse. Voilà l'héritage qu'on veut laisser à la nouvelle génération. On se rappelle que 250 élèves ont été exclus du lycée technique de Berthois. Motif, consommation de drogue et d'alcool au lycée. Comment dans un pays pareil, on peut avoir des Emmanuel Macron? Voilà un jeune de 39 ans qui a pris les rênes du pouvoir, pendant qu'à 85 ans, on veut bisser un autre septennat, dans l'objectif d'atteindre l'émergence en 2035. Le précurseur aura donc quel âge à cette date-là? En tout cas, le meilleur moyen de préparer les futurs Macron, c'est de promettre des ordinateurs chinois aux étudiants. Jusqu'en fin d'année, ils attendent la concrétisation de la promesse. Le même budget aurait peut-être permis de créer une entreprise de montage des ordinateurs au Cameroun. Cette alternative aurait été peut-être plus intéressante. Et c'est dans ce sillage qu'on encadre mieux les futurs Macron. Les Jeux universitaires se sont achevés le 29 avril.
La tribune officielle de l'université de Bamenda, qui a accueilli les Jeux, s'est écroulée le vendredi 5 mai 2017. Heureusement, les enfants d'autrui n'étaient plus là. Voilà les conséquences de l'improvisation. Le provisoirement définitif. Mais allez demander combien ont coûté les travaux de construction de la tribune de l'université de Bamenda. Le ministère de l'enseignement supérieur était dedans. Les Jeux concernent les universités. Le ministère des Sports était dedans. Il s'agit du sport. Le ministère de la Jeunesse était dedans. Les universitaires concernent la jeunesse. Le budget était donc interministériel. Mais on a réussi l'exploit de construire une tribune de 2 jours. Mais rappelons-nous qu'à la base, l'idée des Jeux était de permettre et de favoriser l'équipement de nos universités en infrastructures sportives. Mais tout s'est finalement transformé en badigeonnage, en emploi jeté, pour encadrer une jeunesse dans laquelle on voudrait avoir des futurs Emmanuel Macron. Oh oh oh! Et je me suis posé 1001 interrogations mélancoliques que j'ai choisi d'envoyer sans timbre poste à votre adresse. Signé Makalapati, le facteur bénévole. Itama mori inungule papa. Itama mori nangulu mokong. Mokong mala munyunga bongi langu lomunyeza. Itama mori nangulu mokong. Mokong mala munyunga bongi langu lomunyeza. Itama mori nangulu mokong. Papa. Mokong mala munyunga bongi langu lomunyeza. Itama mori nangulu mokong. Mokong mala munyunga bongi langu lomunyeza. Itama mori nangulu mokong. Mais alors pas n'importe lequel. Et de plus en plus, ça se vend comme des petits pains. C'est un véritable succès commercial. Il s'agit des pennies artificiels. Les zizi en plastique se vendent de plus en plus. Mais alors, quelles sont ces femmes qui s'abonnent donc à l'achat de ces zizi artificiels? À cet effet, Paul Maël avait commis un post sur Facebook sur la question. Paul Maël. Oui, je m'interrogeais justement parce que le commerce des... Bon, toi tu dis ça, zizi artificiel. Ouais, le zizi en plastique. Non, pourquoi tout le monde puisse comprendre? Le zizi en caoutchouc, ça se vend de plus en plus. J'aurais dit sextoy. Non. On va dire ça sur Vox Africa ici, là. Ici, là, non, on dit les choses. Alors, voilà. Effectivement, je m'interrogeais parce que ça devient de plus en plus récurrent et ça se vend aujourd'hui publiquement, au vu et au su de tout le monde. J'ai quelqu'un que je connais qui fait du commerce et qui en ramène chaque fois qu'elle fait un voyage. Et elle me dit que ça passe très bien et que les gens demandent, elle a des commandes et dès qu'elle revient, le stock est épuisé, il faut qu'elle la ramène. À stock épuisé. Donc je m'interrogeais, je me disais, mais il doit avoir un problème sérieux pour cela. Mais justement, je pose la question à la seule poule de cette basse-cour. Alors Marie-Fleur Massana. La chèvre. Oui. Je préfère être une chèvre qu'une poule. La chèvre, oui, de notre enclos. Qu'est-ce qui amène les femmes à acheter le zizi en caoutchouc alors que nous sommes là? Alors, peut-être que je ne vais pas vous donner la réponse que vous attendez. Je vais vous présenter, comment je vais dire, la vie. C'est pas l'effet de mode aussi. Peut-être qu'il y a l'effet de mode, mais vous savez aujourd'hui, la plupart des femmes ou des jeunes femmes sont des cadres d'entreprise et focalisent leur attention sur leur carrière. Ça veut dire que elles ne mentionnent pas beaucoup le côté famille. Alors, à un certain moment, lorsqu'on a atteint le sommet, entre guillemets, ça veut dire qu'on a un bon emploi, on a un bon salaire, on commence à se demander, mais où est le mari? Et on ne le retrouve toujours pas. Alors, vous allez voir, la plupart de ces femmes qui utilisent ces zizi artificiels, Paul, tu les as appelés comment? Ça, ce que tu as dit là. Donc, elles utilisent aujourd'hui, certaines vont vous dire, écoutez, ce n'est pas toujours évident d'avoir un homme à côté de soi. On est obligé de faire recours à cet instrument-là. Difficilement également, vous allez voir que ces pennies artificielles sont utilisées dans certains quartiers. La plupart du temps, et Paul peut le témoigner, il y a des quartiers bien ciblés. Comment je peux témoigner? Je n'en sais pas. Comment tu n'en sais rien? C'est ton ami qui vend ça, non? C'est ton ami qui vend ça. Donc, il y a des endroits précis où vous pouvez facilement retrouver cela et à un prix
Ça dépend, ce n'est pas à la portée de Ça tout le monde. coûte plutôt cher. Ça Voilà. coûte cher, Mais ça se vend de plus en plus. Mais ça se vend de Moi, plus en si plus. Donc j'attrape une vous femme voyez avec- que ce n'est Attends-moi pas l'autre, là. n'importe qui peut se procurer, bien sûr, de ce pénis artificiel. Il y a l'effet de mode, certes, mais il y a également que les femmes vont vous dire, écoutez, ce n'est pas évident d'avoir un homme quand on veut à notre disposition. Mais là, moi, je voulais juste dire, à la suite de l'explication que vient de tenter Marie-Flore, moi, j'ai peut-être un autre sentier de réflexion également. Parce que l'autre chose qu'il faut constater, c'est que les femmes qui achètent des sex toys ne sont pas toutes célibataires. La grande majorité même, à la surprise générale, sont des femmes qui sont mariées. Donc, on peut partir sur deux hypothèses. La première, c'est que les sextoys, effectivement, c'est un jouet. Ça peut être utilisé dans les jeux amoureux aujourd'hui. On sait que de plus en plus, pour mettre du piment, il faut partir dans l'inventivité. Sérieusement. Oui, ça peut être utilisé en couple. C'est-à-dire qu'un homme et son épouse peuvent utiliser un jouet. Oui, et ça se fait. Et ça se fait. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un sextoy et pendant les rapports avec votre partenaire, vous l'utilisez. Que pour moi, Léo. Donc, moi, j'ai le jouet, alors. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est juste pour pimenter la relation. Voilà, pour mettre un peu de piment. L'autre chose aussi, l'autre sentier de réflexion, l'autre sentier de réflexion que je voulais qu'on explore, c'est effectivement qu'aujourd'hui, la sexualité, notamment chez les femmes, est beaucoup plus libérale. Les femmes, aujourd'hui, sur le plan sexuel, savent exactement ce qu'elles veulent. À une époque, on ne parlait pas d'orgasme féminin. Marie-Flore est peut-être très jeune, n'était pas encore sexuellement active à ce moment-là, mais Cyril et peut-être Emmanuel doivent se souvenir, à la fin des années 80, début des années 90, on ne parlait pas d'orgasme féminin. On connaissait la jouissance masculine, mais on ne parlait pas. Aujourd'hui, les femmes réclament les orgasmes et savent exactement ce qu'elles veulent. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la vente du sextoy, c'est quelque chose qui permet aujourd'hui aux femmes d'explorer leur intimité, d'explorer leur corps et d'explorer des sensations que peut-être elles ne retrouvent pas avec leur partenaire. Donc ça peut être soit effectivement qu'on est avec le partenaire et on veut pimenter le jeu amoureux, soit effectivement que le partenaire n'arrive pas à me satisfaire et avec ça, j'arrive à me satisfaire tôt. Si je pars sur le sentier de Marie-Flore, effectivement, on a des femmes d'un certain niveau qui sont aujourd'hui au cadre dans des entreprises, et on sait que quand on est à un poste de responsabilité important dans une entreprise, c'est une source de stress et de pression. On peut, entre midi et 2 au bureau, voilà. Au bureau. Non. Au bureau, à la maison, dans la voiture. Non, tu dis ça au bureau. Même dans la voiture. Même dans la voiture, ça peut. Même dans les embouteillages. Ben écoutez. Dites-nous tout. Non, dites-nous, on veut savoir. Donc, même pendant les embouteillages, les femmes peuvent utiliser ça. En fait, nous avons affaire à deux villageois. Expliquons-leur. Nous, on veut aussi apprendre. On va apprendre. Moi, le sexe, quoi, story. Non, moi, je veux dire. Oui, mais je veux dire, avant. Enfin, j'ai pas fait d'études dessus, mais je me dis quand même qu'une femme qui est à un niveau de stress maximum, avant une réunion qui va être une source de pression supplémentaire. Est-ce qu'elle n'a pas besoin de quelqu'un qui lui parle, qui lui dise quelque chose d'agréable? Est-ce qu'il y a le toucher? Est-ce qu'il y a l'affection? Est-ce qu'il y a ce côté câlin? Mais là, il faudrait qu'elle ait cette personne qui va parler. S'il n'y a personne pour parler. Justement, mais est-ce que la montée des sextoys n'est pas la conséquence, justement, des réseaux sociaux qui, de plus en plus, amènent les gens à s'isoler? Non. On peut être seul, mais on chatte avec le monde entier. On n'a plus besoin forcément des présents des gens qui dérangent à côté de soi. En un clic, on choisit ses amis, on choisit ses conversations, de la même manière qu'on choisit son mode sexuel. Je te rappelle que Cyril, on utilise également ça même dans des vidéos WhatsApp, par exemple. Quoi? Ça les choses non, mais attendez, Cyril. Nous parlons des sextoys, mais avant le sextoy, il y a la masturbation. Les gens se masturbent, ça n'a rien à voir avec les réseaux sociaux, ça n'a rien à voir. Ça arrive à tout le monde de se branler un coup. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas quelqu'un à côté de vous. Dites ce que nous on va comprendre. Il faut dire des choses. J'aimerais rencontrer un spécialiste en journée pour savoir s'il n'y a pas de pathologie, bien sûr, lorsqu'on utilise. Parce que c'est du plastique. Et en même temps, et même sur le plan psychologique, est-ce qu'à la longue mais tu ne mets pas un préservatif généralement. Ça fait quand même, c'est aussi gênant pour un homme de savoir qu'il a pour rival un plastique qui ne parle pas, qui ne peut pas te faire des choses. Je ne pense pas que ce soit un rival. Le problème, me semble-t-il, Cyril, c'est que de moins en moins, autant les femmes de plus en plus réclament le plaisir, on retrouve de moins en moins des hommes qui sont attentifs aux besoins sexuels de leurs femmes. Parce que généralement,
Et ça, c'est vrai. Quand vous avez vrai. votre épouse ou votre compagne, quand elle vous demande de faire quelque chose qu'elle ne vous a jamais demandé, la première chose, qui t'a appris ça? Tu es allé chercher ça où? Okay. Alors que c'est un fantasme qu'elle nourrit et qu'elle aimerait que tu réalises. Donc, et du coup, elle a peur ou honte parce que vous ne parlez pas librement de votre sexualité, parce que vous n'abordez pas des questions, parce que tu ne lui as jamais demandé que attends, mais qu'est-ce qui te fait vraiment vibrer, qu'est-ce que tu aimerais que je te fasse, que je ne fais pas. Et donc, du coup, ça peut être un recours où elle fait ça en cachette. J'ai eu l'occasion de discuter avec certains hommes au sujet de cette question. Hier, je t'avais demandé Coco, on en parlait, il y avait des femmes autour de nous. Tout à fait. Donc, on parlait de ça et il y en a qui disaient, il est préférable pour moi de savoir que mon épouse a ce truc à la maison que de savoir qu'elle a un amant quelque part. Bon, il y en a qui ont dit... Le débat est ouvert, parce qu'en même temps... Oui, il y en a qui ont dit... je préfère savoir que mon épouse a ce truc que de savoir qu'elle a un amant quelque part. Et j'ai dit, il y en a qui ont dit, pourquoi? Non, moi je dis ça dépend de la raison pour laquelle elle l'a. Ouais. Si elle l'a parce que c'est un instrument qui vient faire ce que toi tu n'arrives pas à faire, il y a un souci. Ouais. Mais si c'est juste pour se prendre plaisir, c'est juste pour jouer, pour pimenter un peu ou pour mais quel est l'avis de nos auditeurs sur cette question? Je suis sûr que ça fera le sujet. Par exemple, dans les couples, on voit des gens, des couples utiliser des ménotes. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu pour alimenter pour pimenter la des rapports sexuels, ça m'arrive vraiment des choses que vous voyez dans les films là. Vous voulez dire comment ce sont des fantasmes? Alors, Cyril, je vais vous dire quelque chose qui va surprendre beaucoup de personnes. C'est que en matière de sexualité, détrompez-vous, nous n'inventons rien du tout. Bien sûr. Si vous allez dans votre village et vous discutez avec votre grand-mère, vous allez vous rendre compte que les pratiques sexuelles que nous considérons aujourd'hui comme novatrices existaient déjà à l'époque. La fellation existait à l'époque de nos grands-parents. Ils la pratiquaient, ils savaient ce que c'était le cunnilingus également. Donc, nous n'apprenons rien du tout. Ce n'est pas, il y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce qui se fait aujourd'hui. Est-ce que tu peux utiliser des termes que tout le monde va comprendre? Bon, si on ne comprend pas ça, parce que Coco me regarde avec des yeux neufs, on dirait qu'on a donné un nouveau mot. Bon. Allez, justement. C'est ce qu'on appelle généralement, ou vulgairement, la pipe. La pipe, voilà. Justement, nous aurons Bandakani dans un instant au téléphone. Bandakani va donc réagir dans cette émission. Il est sexologue. Un réel sujet, quand même. C'est un sujet. D'ailleurs, nos auditeurs nous envoient déjà leurs avis au 678 82 82 83 par WhatsApp ou par SMS. 678 82 82 83. Qu'est-ce qui explique la montée en puissance du commerce des sextoys, de ces zizi en caoutchouc, hein? Il y a aussi même pour les hommes. Il y a même pour les hommes qui se vendent aussi. Bon. Mais là-bas, c'est un peu plus timide. La vente est un peu plus timide. Non, nous-mêmes, on va. Est-ce que, bon, alors, je peux t'accompagner chez ta part aujourd'hui? Je connais où on en vend, quoi. Non, moi, j'ai pas besoin de ça. Pas besoin de ça? Non. Pas besoin de ça. Bon, tu vois, dit ça, mais, les copines, viens me livrer. Non. Je les aime en vrai. Est-ce que tu peux acheter le zizi en caoutchouc c'est là, dans les marchés? Non, si c'est une question personnelle que tu me poses. Non, si c'est une question personnelle que tu me poses, non. Non, ok, c'est ça. Ok, Coco, on a encore une chance. Mais maintenant, pour un reportage, je peux aller acheter. Pour un reportage. C'est ça, les journalistes, ils ont toujours le beau prétexte. Je suis en reportage. Alors quand tu le prends là où il fallait pas. Regarde, tu fais quoi ici? Je suis en reportage. Je mène une enquête cache. Je mène une enquête. Mais c'est pas toujours faux. C'est pas toujours faux. Non, mais Cyril, en même temps. Gars, je mène une enquête. Il faut quand même que je fasse honneur à la région d'où je viens. Parce que ça. Tu fais quoi à l'ampoule rouge? Non, je mène une enquête sur mener une enquête. Il est à l'ampoule rouge. On a quand même le beau prétexte. Je dois faire honneur à la région d'où je viens. Je suis d'accord avec toi. Sacré matin. Allez, si vous voulez rigoler, allez ce jeudi 11 rencontrer Major AC et Valérie Ndongo dans un stand-up party de grande envergure au Canal Olympia, c'est juste à la gare Bessengue. Je pense que les billets pourraient être en vente à partir d'aujourd'hui sur le niveau du Radio Balafon pour nos auditeurs qui voudraient pas aller se bousculer à l'entrée de la porte, donc pour avoir son ticket d'entrée. Allez, nous parlons justement de le commerce qui se porte bien. Ce commerce est de plus en plus bien portant, il faut le dire, sur le marché. C'est donc le commerce des zizi artificiels. Oui, quel est votre avis sur la question? Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Vous pouvez certainement avoir une réponse. Et notre invité ce matin, Paul Mayel, a essayé de nous donner des esquisses de réponse, qui amène justement à comprendre ce qui fait l'usage de plus en plus fréquent de ces objets qui apportent une certaine satisfaction aux gens qui en ont besoin. Mais aussi pour les hommes qui existent, bon, sans toutefois en faire la promotion. Bandakani sur la radio Bandakani, bonjour. Bonjour Cyril Bojico, bonjour à mon ami Paul Mayel.
Alors je rappelle Bonjour à Marie-Flore. et félicitations Bandakani au Media Peace Award a donc reçu le prix du panafricanisme, il faut le dire, hein. Il a été d'ailleurs cité dans son discours par le représentant du ministre de la Communication comme l'une des références des bons débatteurs sur le plateau de télévision et de ceux qui expriment librement leurs opinions. Donc on a pas mal fait. Il l'a choisi dans notre casting. Il arrose sa Félicitations Bandakani. Merci beaucoup, merci Céline Bojiko. D'abord, je vous dédie aussi ce prix-là. On s'enrichit mutuellement. Hein. Merci. On s'enrichit mutuellement par le travail qu'on fait. Je voulais rassurer Marie-Fleur que je ne suis pas sexologue. Hein. Et je n'ai pas la prétention d'ailleurs. Non, vous soulevez un sujet majeur ce matin. Je voudrais donner mon petit avis. Oui. Dans ma petite expérience, à mon petit niveau, pour dire que nous devons faire attention, Céline Bojiko. Il faut faire attention à des phénomènes de mode. Il faut faire attention à devenir des consommateurs, des modes de vie dont nous ne maîtrisons pas toujours les aboutissements. C'est vrai, la modernité est universelle, mais ce qui est universel suppose aussi qu'on puisse s'approprier cela localement, en fonction des contextes. L'universalité, c'est pas seulement une consommation sur le modèle de la mode. Vous dites quoi, Céline Bojiko? Paul Maïs tout à l'heure a dit une chose qui m'a intéressé. Il y a des études dans les pays occidentaux où ces pratiques-là, modernes de sexualité ont montré leurs limites. Il faut aussi que nous utilisons ces études-là avant de nous embarquer dans ces modes-là. Les femmes émancipées, parlons comme ça en Europe, il y a beaucoup d'études aujourd'hui. Le mouvement féministe, si on le prend depuis 1960 jusqu'aux années 80, dont parlait Paul Maïs tout à l'heure, en Europe, il y a beaucoup de femmes qui ont cru que le bonheur était justement dans l'émancipation professionnelle, qu'aujourd'hui préfèrent retourner au foyer. Ces études-là existent. Il y a des études dans les pays occidentaux où des gens qui ont eu une pratique libertaire, une conception libertaire de rapports sexuels, n'est-ce pas? Des études existent qui démontrent que ces gens-là, beaucoup parmi ces groupes sociaux, sont revenus à des pratiques plus humaines de la sexualité. Je voulais simplement attirer l'attention pour dire que cherchons aussi ces études-là qui nous montrent les revers, qui nous montrent comment est-ce que les gens reviennent de leurs illusions, n'est-ce pas, de leurs illusions libertaires, sexuellement parlant, pour mieux éduquer la population. Ça, c'est la première chose. Autre chose, c'est que ce libertinage sexuel, c'est bien, mais les frontières souvent ne sont plus maîtrisées. Parce qu'aujourd'hui, quelle est la frontière qui est entre toutes ces tendances libertaires du sexe et les déviances graves, Cyril, qu'on tend à nous imposer chez nous aujourd'hui? Les pratiques sexuelles que les gens légalisent, par exemple, avec les animaux, toujours parce qu'on veut se défoncer. Est-ce qu'on peut accepter ça dans notre société? Je prends le cas. Mais il y a plusieurs d'autres cas. Je ne veux pas dire, il y a beaucoup d'autres cas où des gens, au nom, n'est-ce pas, de vouloir se défoncer, de vouloir s'épanouir, se livrent à des pratiques qui ne sont pas acceptables. Une institution comme l'Église catholique, par exemple, a une grande expérience d'enseignement où on distingue la sexualité de la génitalité. Où on vous apprend à maîtriser votre puissance sexuelle, à vous éduquer sexuellement, de manière à la vivre d'une façon qui soit humaine. L'être n'est pas un punching ball. Comme le docteur dit souvent ici dans vos émissions, la femme ou l'homme, ce n'est pas un mortier comme pilonné. Donc moi je pense que nous devons faire attention avec ces pratiques qui nous envahissent, et donc nous le maîtrisons. Nous ne sommes pas esclaves de nos puissances sexuelles. Nous devons apprendre, l'être humain aussi, cette capacité à maîtriser ses pulsions, à l'éduquer et à le socialiser dans le sens non seulement de maintenir l'épanouissement général de la collectivité dans un ordre précis et aussi sur l'épanouissement personnel d'une dimension humaine. Alors, ce que je voulais soulever. Alors, oui. Paul Maïs, on n'est pas être d'accord. Non, je ne suis pas d'accord avec mon ami Bandakani pour une raison simple. La sexualité, c'est pas une affaire collective, c'est-à-dire qu'on n'a pas de rapport sexuel dans une communauté. La sexualité est quelque chose d'intime. Donc, j'estime que les gens, quand ils sont adultes, ont le droit de choisir. Tu m'as mal compris, là, je vais préciser ma pensée, hein. Oui, mais je comprends, Banda. Seulement, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il les pratiques sexuelles qui nous envahissent et qui peuvent être nuisibles à la communauté. Le sexe, c'est pas une affaire de communauté. Le sexe, c'est une affaire individuelle qu'on pratique dans une intimité avec une personne ou en solo. C'est possible de le faire. Donc, j'estime que les gens peuvent décider du mode de sexualité qui leur convient à partir du moment où ils ne l'imposent pas aux gens
et ils ne font pas subir ça par force à d'autres personnes. Pour moi, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, une femme qui va dans un magasin où on vend des sextoys et qui s'en procure un pour son plaisir intime, je ne vois vraiment pas ce qu'il y a de mal ou de déviant là-dedans. Je pense qu'il faut qu'on se comprenne bien. C'est pas de ça que je débatte, mon cher Paul Mayel. Mais la sexualité a beau être intime, mais ses conséquences sont souvent publiques. À tous les domaines, ses conséquences sont publiques. Lorsqu'on va prendre par exemple des jeunes images, que dans une sorte d'intimité, on va soumettre à des violences sexuelles dont la plupart nous interdit, par ceux de nos enfants, de citer ici, c'est plus une affaire intime. Lorsque les gens soumettent des gens à des traitements terribles au nom de la volonté de défoncer, mais c'est pas toujours une affaire intime. Parce que là-dessus, on est d'accord. C'est la collectivité qui s'en occupe. Non, là-dessus, on est d'accord. Moi, je parle. Attends, je voulais donc dire ça. Deuxième chose, vous permettez, Paul Mayel, je voulais souligner ça. Deuxième frontière. Mais une société, par exemple, ne peut pas assister sur le plan éthique et philosophique qu'un être humain terrestre semblable humain peut se défoncer avec un animal. Ça pose un problème philosophico-éthique majeur, Paul Mayel. Parce que ça veut dire qu'on commence à rabaisser. Oui, mais là, tu es dans les extrêmes. Je ne suis pas dans les extrêmes. Non, tu es dans les extrêmes. Aujourd'hui, on est en train de parler de du fait que prospère le commerce des sextoys. Là, tu es dans les extrêmes quand tu commences à parler de zoophilie. Je vais vous dire pourquoi ça a des conséquences. La preuve, Paul Mayel, si c'était intime, pourquoi on en parle publiquement aujourd'hui? On en parle sur la radio. Donc c'est un phénomène social. Non, l'achat est public. L'achat est public, l'usage est intime. Mais voilà, vous comprenez donc qu'on est d'accord, Paul Mayel. On est d'accord que c'est intime, mais c'est public. Sinon, moi et vous, on n'en parlerait pas ce matin. On en parle parce que c'est public. Et quand on en parle, ça veut dire que ça peut influencer plus ou moins le comportement des autres. D'autres peuvent s'approprier le problème de façon intime, d'autres pas. Ça va modifier le comportement des uns et des autres sur le plan sexuel. C'est ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de dire que la sexualité est publique en tant que telle. Autre chose, Paul Mayel. Au nom de l'intimité sexuelle, de ces droits sexuels, on doit faire n'importe quoi, la preuve. Moi, je vous dis actuellement, au niveau des Nations Unies, il y a des travaux, des groupes de pression qui sont en train, par exemple, de vouloir imposer que la parenté cesse d'exister. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un enfant qui a 10 ans et qui a des pulsions sexuelles a le droit de les assuivre. Même si ça veut les animaux. J'ai les documents et j'ai les vidéos de ces groupes de pression qui sont en train de travailler au niveau des Nations Unies. Pourquoi, par exemple, à partir de 10 ans, un enfant soit maître de ses pulsions sexuelles? C'est-à-dire que si sa parenté s'y oppose, l'enfant peut rester en justice. Et des cas existent en Allemagne et ailleurs. Donc voilà, vous faites un cas concret. C'est ça que je parle. Dans le pays, tout à l'heure, vous avez convaincu un cas important en parlant des expériences qui existent en Afrique depuis très longtemps. Je suis d'accord avec vous. Une affaire, par exemple, le Kama Sutra, qu'on a vu dans les films. Beaucoup de gens le savent, le Kama Sutra est une tradition africaine. Avant d'aller en Inde, moi j'ai des documents qui le prouvent. Mais tout ça a été organisé, tout ça a été maîtrisé et les gens s'épanouissaient en respectant la valeur de l'être humain. C'est tout ce que je suis en train de dire. Lorsqu'on va arriver à un niveau où des enfants pour se défoncer sexuellement, pour choisir leur pulsion sexuelle, leur pulsion sexuelle, vont dire que la parenté s'arrête à 10 ans, mais on comprendra que la sexualité c'est pas seulement une affaire intime. J'attire à la sonnette d'alarme pour dire que faisons attention, nous devons mettre de notre sexualité, c'est-à-dire que nos pulsions sexuelles ne doivent pas nous amener à être esclaves de pratiques dont on maîtrise pas les aboutissants. Je termine avec la question de la masturbation. Beaucoup de gens se sont livrés à la masturbation, mais allez demander ces gens, lorsqu'on s'adonne pendant très longtemps à la masturbation, mais ça devient une pathologie. Les cas existent, moi j'en connais plusieurs, les cas existent. Même dans mon entourage le plus proche, j'ai vécu ce cas-là, où des gens qui pendant longtemps se sont adonnés à la masturbation, après ont des problèmes très sérieux et en souffrent sérieusement. Ça aussi, il faut dire ça aux gens pour les éduquer. Merci infiniment, Bandakani, merci beaucoup en tout cas. 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 Bandakani.